De la table avec Ingrid Astier et Gabriel Levionnois et modéré donc par Christian Robert. Je vais laisser la parole à Christian. Bien, merci beaucoup à tous d'être là. On a beaucoup parlé depuis ce matin et c'était une très belle journée animée par un nombre assez impressionnant de scolaires et de conférences toutes de grande qualité. Là, on va se laisser aller un petit peu à des choses du plaisir parce que ça compte aussi. Et en particulier en écho au thème donc du salon à nourriture, des plaisirs de la table. Alors pour discourir des plaisirs de la table, j'ai la chance d'avoir deux formidables personnes à côté de moi. Ingrid, je te laisse te présenter si tu veux bien. Yarana, bonjour à tout le monde. C'est toujours une chance d'être ici sur le PIP. Et on va parler de quelque chose de très désagréable aujourd'hui. On va parler de tout ce qu'il y a de bon et qui fortifie à la fois le corps et l'esprit. Et moi, j'œuvre juste à découvrir le plus possible tout ce qui se mange sur Terre. Et je suis ce qu'on appelle parfaitement un omnivore. Merci Ingrid. L'autre violoniste de ce panel, c'est Gabi Levionnois. Mais tu te présentes en deux mots? Oui, je pense que quand tu me présentes, j'ai l'impression que c'est les revues nécrologiques, tu sais. Non, pas encore. Je suis pas encore mort. Alors, moi, je suis chef cuisinier et puis oui, je recherche le coq. Il a de la voix quand même. C'est incroyable les coqs en Polynésie. Et eux, ils vont finir en coq au vin et ça va nous faire plaisir aussi, quoi. Et nous, on est des coqs en pâte, donc tout va bien. Du coup, moi, oui, arrêtez de mentir, c'est vrai. Le coq gaulois. Très bon en plus. Mais les coqs, quelle arrogance. Ils chantent n'importe quand ici. Moi, je recherche le plaisir à travers les produits qui sont devant, mais c'est le plaisir de l'autre. Donc c'est pas le plaisir singulier, le mien individuel, mais c'est plutôt le plaisir de faire plaisir. Merci. Donc, je vais le faire pour lui parce qu'il a une grande modestie. Donc, Gabi est chef, il l'a dit, mais il anime également un concept qui s'appelle Pacific Food Lab. Tu veux peut-être nous en dire un tout petit mot? Ouais, le Food Lab, c'est une cuisine dans laquelle on va développer des recettes avec des produits locaux. Des recettes souvent pour la restauration collective, pour les enfants, des recettes aussi pour la restauration et pour les ménages, pour la maison, pour la case, pour le faré. Et on expérimente en fait des recettes à base de produits locaux. On va rechercher à travers nos produits locaux le succulent, le délicieux. Et ce matin, on a fait une petite mousse avocat chocolat. Et ça fonctionne très bien, c'est très facile à faire, c'est simple. Et le souhait par le Food Lab, avec d'autres acteurs, c'est d'augmenter le nombre de recettes que vous avez chez vous. Parce que si vous regardez bien, on peut fonctionner avec 4-5 recettes, mais au final, on n'a pas suffisamment de recettes pour pouvoir aller chercher plus de plaisir. Vous voulez plus de plaisir, il faut plus de recettes. Merci, c'est assez intéressant, d'autant que il serait sans doute un peu réducteur de résumer les plaisirs de la table aux grandes tables de grands restaurants. Le plaisir de la table, c'est aussi chez soi, dans sa cuisine. Je vais citer une petite phrase et on va débattre un petit peu autour de ça sur qu'est-ce que pourraient être les plaisirs de la table. Il y a longtemps qu'on dit que le plaisir de la table est une sensation qui naît de l'heureuse réunion de diverses circonstances, de choses et de personnes. Donc là, on est déjà dans du plaisir partagé. Dans quelle mesure, Ingrid, le bon est meilleur lorsqu'il se partage? Il est toujours meilleur partagé. Il y a plein de façons de le savoir, ça, sur Terre. Mais en tout cas, pour parler sérieusement, moi, j'ai toujours aimé la table parce que déjà, c'était un moment sérieux. C'est un peu comme si on sonne, c'est un peu comme la sonnerie d'école. C'est voilà, c'est maintenant là, tout le monde à table, ça rigole pas. Et dans ma famille, ça rigolait pas du tout parce que on aimait tous manger. On parlait tout le temps de ce qu'on mangeait et c'était le moment où on était tous réunis autour de ce que ma mère avait préparé. Et ma mère, on habitait en pleine campagne en Bourgogne et il n'y a que des champs, il n'y a que des vaches, il y a des coqs aussi, et des moutons.
Et il n'y a pas de restaurant. Les restaurants, ils sont vraiment très loin. Donc en fait, si on voulait bien manger, il fallait bien manger en famille déjà. Et après, ma mère, c'est celle qui m'a initiée très tôt à tous les goûts parce qu'elle avait des grands potagers. Et en fait, ça immédiatement, les parfums et les goûts étaient toujours reliés. C'est-à-dire, pour les tomates, par exemple, elle commençait d'abord par me faire sentir l'odeur d'une tomate qu'on casse. Et on sait tous que ça, c'est un parfum qui est très particulier, qui a une verdeur très tonique. Et ça change aussi le goût de la tomate après, parce qu'on se souvient du parfum et de la feuille froissée qui tâche beaucoup d'ailleurs. Donc ça aussi, ça compte. Quand on cuisine, on s'en met sous les doigts. Moi, j'ai toujours les ongles très courts parce que je cuisine tout le temps. Et moi, je ne peux pas avoir les ongles longs en cuisinant. Et ça m'a habitué aussi à accepter les tâches. C'est important de se dire que c'est pas si grave. Gaby, le plaisir d'un repas en famille, c'est quelque chose qui a formé tes papilles, ta volonté de cuisiner pour les autres? Ah oui, c'est clair. Hein. Donc maman polynésienne, papa français, la bouffe à table, c'était vraiment important, c'est pilier, c'était central. Et mon père, il est parti il n'y a pas longtemps. Et je me rappelle très bien quand il m'a dit mais tu sais mon fils, j'ai plus le goût. Il sentait plus, en fait, il n'y avait plus d'odorat, plus de goût. Et il était malheureux. Et il a basé toute sa vie sur le plaisir de manger. Et la veille de partir, je lui ai préparé une coquille de crabe, juste épluchée, les parapas, je ne sais pas comment vous les appelez ici, mais donc épluchée avec une vinaigrette. Et je l'ai vu manger, je le regardais discrètement, je l'ai vu manger, mais j'avais l'impression que voilà, c'était la première fois qu'il mangeait. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas retrouvé le goût. Et il a retrouvé un peu la vie, la veille de partir, par le plaisir de manger. Et quand on dit j'ai plus de goût à la vie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et peut-être que pour moi, c'est une des définitions du plaisir de manger, aussi de partager. J'ai eu beaucoup de plaisir à le voir déguster son crabe. Peut-être que la meilleure définition du plaisir que j'ai entendue, c'est je suis parti ramer avec Gérard Teiva. Donc c'est un entraîneur de Shelva, un entraîneur mythique de Shelva. Et on s'arrête au milieu de la passe. Et on parle de hé, de pirogue, ainsi de suite. Mais il dit, mais ce qui est le plus important, c'est le navet. Et je ne sais pas ce que c'est le navet. Donc il me dit, c'est le... Tu vois quand tu fais griller un houmé, là, et puis il y a le gras qui fond, et puis que tu prends la chair avec le gras du houmé, hein, le ravéné, et que tu manges. Et ben c'est ça le navet, c'est ça le délicieux, c'est ça le succulent. Et ça m'a marqué parce que il disait que dans la pirogue, c'est ça qu'il faut rechercher. Et que, en fait, le plaisir, c'est une sensation. Et il disait que justement, les gars dans la pirogue, ils recherchaient cette sensation. Et que peut-être que la cuisine ou le vin, c'est pas un moyen, il disait que c'est pas un moyen d'expression, c'est un moyen de sensation. Le plaisir, c'est les frissons qui montent ici, là. C'est cette sensation qui fait que, waouh, je viens de goûter quelque chose d'extraordinaire et je ne suis pas prêt de l'oublier. Ça va être gravé dans ma mémoire. Ingrid, ça t'inspire? Déjà qu'il ait parlé de son père, ça m'inspire beaucoup parce que mon père, il ne me parle pas beaucoup, ce qui est très bien pour un écrivain parce que plus votre père est silencieux, plus en fait vous avez envie à travers des romans aussi de lui raconter des histoires parce qu'il sera obligé de vous écouter très longtemps. Donc ça aussi, ça compte. Mais quand il me voit arriver, en fait, je vois, il me dit bonjour, mais je vois que je l'intéresse pas. Enfin, évidemment que je suis sa fille, évidemment qu'il me le dit pas et que je l'intéresse, mais je sens que c'est ce qu'il y a dans ma valise qui l'intéresse et qu'il attend le moment où je vais l'ouvrir et où je vais lui ramener en fait de Paris des choses qu'il ne connaît pas, des goûts qu'il ne connaît pas. Et généralement, je lui apporte énormément de chocolat. Et quand je repasse le soir, je dis alors tu as goûté un peu? Et il me regarde, mais comme si c'était une évidence. Il me dit mais j'ai tout mangé, il reste plus rien. Et donc le lendemain, en fait, là je me mets en cuisine et je lui prépare des grandes tablettes d'1 kilo de chocolat.
Et chaque jour, ça recommence. Et à la fin de la journée, ben, il n'y a quasiment plus rien non plus. Alors, donc, est-ce que je dois en déduire que plaisir rime avec quantité? Quand il n'y a pas quantité, il n'y a pas de plaisir. Alors, ça, c'est la conception de mon père. Heureusement, ça change. Je crois que c'est la conception de pas mal de ça, personnes. ça change avec Culturellement, les c'est pas générations. inintéressant. En tout cas, non, moi, je peux vraiment me faire plaisir, comme tout à l'heure, quand on a goûté à ce qu'a fait Gabi, vraiment, c'était des petites portions, ce qu'on a eu, cette crème de chocolat, d'avocat, et c'était très onctueux, c'était très caressant, et c'est là qu'on se rend compte de la puissance qu'il peut y avoir dans une bouchée, le pouvoir de consolation qu'il peut y avoir à travers la cuisine, de joie pure, mais aussi assez souvent de consolation. Il y a un titre d'un ouvrage que j'aime beaucoup. C'était un Scandinave qui s'est suicidé, donc il ne devait pas manger assez de bouchées de Gabi. Mais le titre de son ouvrage, ça s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Et le terme est vraiment intéressant, parce que justement, c'est impossible à rassasier. Et à chaque fois que moi j'ai un petit coup où ça va moins bien, je me dis mais quelle chance j'ai d'aimer manger, parce que j'ai l'impression que même dans des petites quantités, dans des petites bouchées comme ça, ben ça peut contenir le sel de la vie. Alors le sel, le sucre de la vie, le piment de la vie, après vous en faites toutes les variations que vous voulez. Le miel. Le miel. Le miel. Donc, ok, le plaisir, les goûts, les couleurs, les personnes. Les personnes, est-ce que ça ne fait pas partie également intégrante de ce que peut être ce plaisir pour le coup partagé? Est-ce que c'est un plaisir solitaire? Alors, je pense que quand tu partages un plaisir, c'est plus du plaisir, c'est du bonheur. Donc il y a le plaisir éphémère, donc ça c'est plutôt, en neurosciences, c'est plutôt de la dopamine. C'est l'excitation, c'est un coup de fouet en fait. Et quand tu partages un plaisir, c'est plutôt du bonheur, c'est plus long. Et c'est pour ça que c'est intéressant de manger avec. C'est parce qu'on va tirer notre plaisir sur le plus long terme. Donc il y a le plaisir individuel, j'éprouve du plaisir, je mange, donc je suis. Puis après il y a le je mange, je me fais plaisir, donc nous sommes. Et heureusement qu'il y a ça. C'est que rapporter à manger à sa famille, d'aller à la pêche, de manger quelque chose de succulent, c'est bien, mais à un moment donné, on a envie de le partager à celui qu'on aime. Donc il y a le mangeur individuel. Là, on parlait du mangeur émotionnel. Donc, oh là là, je suis amoureux, je mange plus, ou ma femme m'a quitté, je mange beaucoup. Et puis après, il y a le mangeur social. Donc, c'est vrai qu'on rentre un peu dans les détails de quel mangeur on est au moment où on mange. C'est intéressant d'aller explorer, pas juste le plaisir, court terme, le bonheur, et qu'est-ce qu'on vient compenser. Alors je vais faire le lien, Ingrid. Malheureusement, un de nos invités n'a pas pu venir, qui est Bruno Verjeux, qui est un immense chef parisien. Si vous avez l'occasion d'être à Paris, allez goûter sa cuisine qui est remarquable. Son livre est là, il s'appelle L'art de nourrir. Et il se trouve, et Ingrid, je vais te demander d'en parler, que Bruno avait une émission radio qui illustrait un petit peu ce que vient de dire On ne parle Gabi. pas la bouche pleine, c'était un joli titre, on ne parle pas la bouche pleine. Raconte un peu le concept de cette émission. Alors le concept, ça ressemblait vraiment à Bruno. Bruno, avant d'être un chef, c'est tout simplement un homme, mais quel homme. Et c'est quelqu'un qui, toute sa vie, est tourné par découvrir tout ce qui se mange également. Ouais. Il rêve de ce qu'il n'a pas encore mangé, de ce qu'il va manger, de ce qu'il ne connaît pas encore. Et après, il a un lien aux gens qui est très fort. C'est-à-dire, il ne peut pas manger un produit s'il ne sait pas quelle est la personne qui est derrière le produit. Et ça, c'est une conviction que j'ai comme lui. C'est que moi, je vis à cette échelle qui est une échelle presque de tribu, de la tribu qu'on se choisit, où en fait, on a envie de goûter les produits de quelqu'un qui travaille bien, qui aime passionnément son métier, qui passe déraisonnablement sa vie. Et Bruno, c'est le roi du sourcing. C'est vraiment,
il est très fort pour trouver un produit qu'on n'a jamais mangé et qu'on va découvrir. Et cette émission, c'était une émission pour parler autour de cette mythologie du goût, de tout ce qu'il peut y avoir en fait, de rêve, de puissance de rêve à travers l'aliment et dans tous les domaines, c'est-à-dire comment un aliment peut aussi devenir un film. Parce que la nourriture, c'est aussi un vrai sujet cinématographique et de roman aussi. C'est pour ça que dans La Vague, le roman que j'ai écrit pour Vendisil, eh bien, il y a évidemment beaucoup de scènes liées aux fruits, à toutes les richesses de la vallée de Teahupo et aux gens qui les cultivent. Oui, dans l'opulence, il y avait Rabelais aussi, il y a quelques siècles. Oui, et puis il y a cette façon un peu, pour rebondir sur ce que disait Gabi, de dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, quoi. On se définit aussi par ce qu'on mange et la façon dont on le mange, et peut-être le plaisir qu'on y trouve, ou juste de se nourrir. Mais se nourrir, c'est aussi se faire plaisir. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que ce plaisir que tu as quand tu fais à manger ou quand tu manges, forcément, il doit être partagé, il peut être court terme. Mais je pense que ce plaisir-là, pour moi, en fait, il définit l'humanité quelque part. Il y a 400 000 ans, le début de l'humanité, je suis persuadé, moi, je suis persuadé que c'est le plaisir de manger qui a déclenché qui on est aujourd'hui. C'est-à-dire que toute notre généalogie, elle a peut-être démarré du moment où donc, la cuisson est apparue, et que c'était certainement meilleur de manger un iguane grillé ou peut-être une amande grillée que de la manger telle qu'elle. Tu vois ce que je veux dire ? La première, en fait, on parle beaucoup de transition alimentaire, et si le Salon du Livre, il a intégré aussi la notion d'alimentation, c'est aussi dans le sens, pour moi, de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour trouver du plaisir dans ce qu'on mange, mais sans abîmer l'environnement, sans abîmer sa santé. Que ce ne soit pas au détriment de sa santé et de son environnement, de son écosystème, de sa biosphère. Et aujourd'hui, comment on peut, dans le plaisir, trouver ce qu'on appelle de la sobriété savoureuse. C'est un peu ce qu'on est en train de prendre. Et là, devant vous, vous avez des ingrédients, et là-dedans, vous pouvez trouver énormément de plaisir. Il faut juste l'art et la manière de le travailler. Donc, je pense que c'est meilleur quand c'est cuit, c'est meilleur quand c'est préparé, c'est meilleur quand il y a une sauce, ça augmente le plaisir. Mais c'est aussi meilleur quand c'est partagé. Mais maintenant, on se rend compte que sans être trop dans le mental, il faut aller chercher du plaisir, mais de façon plus posée, plus rassurée, plus apaisée. Raisonné même. Plus raisonné, plus durable, il y a plein de termes. Et voilà, peut-être que la notion de plaisir, elle doit être citoyenne, c'est-à-dire qu'elle doit être recherchée, elle doit être consciente. Je me fais plaisir, mais je sais ce que je fais. Maintenant, je vais vous poser une seule question pour définir le plaisir. Christian, ça fait 15 jours que tu es sur un moto, tu n'as rien mangé, tu as à boire. Ok ? Ça fait 15 jours. Tu crèves la dalle, quoi. Ok ? Et je te mets même une tartine de pain ou un sao avec du beurre, mais je peux te dire que ton plaisir, il va être immense. Donc le plaisir, il est associé à la faim. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus faim ? On est dans des sociétés où, je ne sais pas si vous avez encore faim, là. Vous avez faim ou pas ? Mais attendez un peu, attendez demain, et vous allez voir votre plaisir, il va exploser. Moi, je vais attendre 3-4 jours, parce que j'ai un peu de réserve. C'est intéressant, cette notion que le plaisir de manger de la table serait une particularité de l'espèce humaine. J'avais jamais réfléchi au truc comme ça, mais peut-être. Je ne sais pas si un chat prend plaisir à manger des fidos. En tout cas, c'est ce qu'ils nous vendent à la télé. Lui, il se rapproche, donc peut-être que... Tu vois, le chien, là, ça se trouve, il mange les mêmes croquettes, exactement la même marque. Parce que la personne avait cherché la même marque, parce que le chien, il aime manger ses croquettes. C'est une vraie question. Il est capable de manger les mêmes croquettes tous les jours. Toi, tu fais ça, tu dépéris, tu meurs. Le sao beurre tous les jours, ça va pas aller. Moralement, non mais, alors moralement, vous allez dépérir, vous allez mourir. T'imagines ?
c'est tellement fort que tu vas mourir. Si tu manges tous les jours la même chose, ok, tu vas être écœuré. Alors certains ils disent, ça nous pousse à aller chercher des plaisirs ailleurs. Sauf qu'avec le sucre, avec le monosodium glutamate, l'industrie agroalimentaire, elle a très bien compris comment un petit peu biaiser la dopamine. On s'éloigne du plaisir de la table, hein, avec les gros industriels. Ingrid, le rapport aux animaux, tu penses que c'est une spécificité humaine, le plaisir de la table? En tout Les cas, lions partagent une antilope aussi. Hein. le plaisir de la transformation, parce que bien sûr, je suis absolument d'accord avec tout ce qu'a dit Gabi, absolument. Je rajouterais juste qu'il y a un autre plaisir pour moi, c'est le plaisir de la transformation, dans ce plaisir de ce que l'on mange à table. C'est que moi, j'ai une grande jouissance à voir à partir en fait, d'un ingrédient, d'un fruit ou d'un légume, mais la multiplicité de tout ce qu'on est capable de faire. Et une des choses que je préfère, en fait, c'est regarder ce que j'ai, avoir l'impression que je suis pauvre de ce qu'il y a dans la cuisine, et me dire qu'en fait, je vais arriver à faire un festin avec ça. Et ça, c'est toujours... j'ai toujours une base d'épices qui est énorme. Il y a énormément d'épices à la maison. Il y a toujours des agrumes, parce que les agrumes, c'est ce qui permet de faire à la fois, comme l'équivalent d'un vinaigre, ou d'apporter du sucré. C'est extraordinaire, les agrumes et les zestes. Pour faire un clin d'œil à Bruno, le verjus. Oui, le verjus, exactement, même s'il l'utilise très peu. Et je pense qu'il y a ce plaisir de la transformation, de se dire, tiens, là, l'agrume, le zeste, il va me servir pour ça. Enfin, moi, je jette quasiment rien en cuisine. C'est-à-dire que même si j'utilise un agrume pour un chutney ou quoi que ce soit, après, immédiatement, le zeste, il va être récupéré pour faire la tisane. Et j'ai beaucoup de mal à jeter. Même les pelures comme ça, c'est compliqué. Donc, plus j'arrive à le transformer, plus ça m'intéresse. Ça décuple le plaisir en fait. Ah, ça décuple le plaisir parce qu'en fait, parce qu'on sent qu'on est environné par des ressources qu'on soupçonne pas forcément et même qu'on méprise. Parce que je trouve que c'est très violent de jeter à la poubelle en fait. Donc, avant de jeter, il faut que je sois sûr qu'il n'y ait plus rien à en faire. Donc, il y a vraiment ce plaisir aussi de respecter ce qui nous a été donné. Et après, je suis fascinée par le pouvoir de transformation qui va jusqu'à la sophistication, parce qu'on parle toujours des choses simples, et c'est très important de parler des choses simples. Mais à force de parler des choses simples, on parle plus qu'il y a aussi un énorme plaisir à goûter des choses qui prennent beaucoup de temps. Et quand j'étais petite, moi je me suis mise à la cuisine, parce que j'adorais passer 3 jours à préparer un dessert. Donc j'adorais les choses compliquées en fait. Il ne faut pas croire que les enfants ils ont peur des choses compliquées. En tout cas, je suis le contre-exemple de ça. Oui, après, ça peut être d'une grande simplicité aussi. Moi, je pense au tomato, par exemple. J'ai appris un truc incroyable, c'est que la pastèque, quand tu l'as terminée, la peau, tu la passes à la poêle et c'est comme de la courgette. Nous, ça fait des années qu'on mange des pastèques, on a toujours jeté, enfin l'écorce, je sais pas qu'on appelle ça, la partie un peu dure. Autre chose qui m'a impressionné, c'est la peau de poisson que tu mets au four à basse température. Ça te fait des chips incroyables, un petit truc croustillant. Donc il y a aussi beaucoup de simplicité, mais dans cette démarche... Les deux vont ensemble. Oui, et de bon sens aussi. Les deux vont ensemble, de bon sens. Cette démarche de vouloir absolument retravailler le produit jusqu'au bout, elle est très intéressante, assez novatrice. Hein. On est aussi dans les mêmes problématiques de transition. Là, je pense que tu es en train de décrire le côté culinaire. Donc l'art de la table, mais c'est l'art culinaire qui permet d'augmenter le plaisir. Et ce que j'entends là, c'est que finalement, avec quelques produits de base, donc notre base alimentaire, avec les épices, avec les assaisonnements, les condiments et la transformation, donc la partie je fais à manger, je cuisine, on peut avec très peu de choses finalement décupler le plaisir, à condition d'avoir faim. Il ne faut pas manger par anticipation. En fait, la frustration d'avoir faim va vous déclencher du plaisir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est important d'avoir faim pour derrière apprécier ce qu'on va manger.
Donc avec une base alimentaire, quelques épices, quelques condiments, vous n'avez pas besoin d'aller à Los Angeles pour vous faire plaisir. Vous pouvez rester de là où vous êtes pour avoir une palette de plaisir. Et c'est comme l'écriture, enfin j'imagine, voilà, avec quelques lettres, il n'y en a pas tant que ça finalement, et ben, un peu de grammaire, de la conjugaison, on arrive à faire des miracles en termes d'écriture. Les voyelles seraient l'épice. Ah, j'ai pas compris là. Les voyelles seraient les épices. Oui, alors, et la transformation, peut-être la grammaire ou le vocabulaire, se pose la question justement de nos capacités à conjuguer, à utiliser les épices, à utiliser l'assaisonnement. Je prends exemple le sel. J'ai fait une expérience. J'ai fait un velouté de Mautini. Il y en a un, j'ai salé, l'autre, j'ai pas salé. Ok ? Potiron. Potiron. C'était une expérience. J'ai fait goûter la recette sans sel. Je crois que j'ai eu 4 sur 10. La même recette, j'ai juste rajouté un peu de sel pour monter un peu la saveur, révéler la beauté cachée de la saveur du Mautini. Et j'ai eu 8 sur 10. Entre 4 sur 10 et 8 sur 10, qu'est-ce que j'ai mis ? Juste la quantité de sel suffisante pour sortir la quintessence du produit. Comment tu vas sortir la quintessence de ta phrase avec les mots justes. Et aujourd'hui, je vois qu'on a appris à lire, à écrire, à compter, on fait plein de choses. Mais je pense qu'on n'a pas encore assez appris à faire à manger dans le monde contemporain. La transformation, le culinaire, la pratique de l'art culinaire, elle est encore pour moi trop faible. Il faut augmenter notre culture culinaire, il faut augmenter notre culture alimentaire vers la sobriété savoureuse. Donc ça veut dire, on peut avoir plaisir ensemble. Il y a juste peut-être quelques règles grammaticales ou une façon de conjuguer qui peut aider. Donc vivement qu'il y ait cette école de l'art culinaire, de la culture alimentaire, et c'est les projets qu'on mène avec Manihi au travers des classes du goût. Parce que Manihi du village de l'alimentation et de l'innovation qui est par là ou qui est par là. Parce que des fois, je pense que des fois on ne sait pas comment se faire plaisir. En fait, c'est l'art et la manière de déguster. Du coup, on a des super trucs, mais comme on mange de façon distraite et inconsciente, je regarde mon écran, j'avale. Je regarde mon écran et j'avale, donc je suis distrait. Donc le plaisir, peut-être qu'il peut passer par la capacité à être dans le moment présent. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre à être dans le moment présent pour éprouver plus de plaisir ? Donc manger en pleine conscience. Se poser, manger ensemble, avoir une table, dresser, ritualiser la culture, ritualiser, et puis se poser. Pour que notre capacité à prendre du plaisir et donc à considérer le cuisinier dans ce qu'il nous a préparé, et toutes les mains qui ont participé à préparer le repas, puissent nous apporter le plaisir qui va nous apaiser. C'est un plaisir qui apaise. Peut-être qu'il n'y a pas de guerre quand les gens ils sont aussi dans le plaisir et dans la sobriété savoureuse. Moi, je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu dis, sauf le fait qu'il faille avoir faim pour prendre du plaisir. Moi, j'ai un ami ici, on a rarement faim, mais on prend du plaisir assez facilement, en fait, Wallace. Et pourtant, je pense qu'on a rarement faim. C'est le seul point sur lequel... Christian, si tous les mots étaient collés, ça serait illisible. On a besoin d'aérer. Tu es obligé d'aérer une page pour qu'elle soit lisible et compréhensible. Peut-être que l'écriture, c'est pas juste le plein, c'est pas les mots, c'est le vide qu'il y a autour. Donc je vais arrêter de parler parce que justement je vais créer un petit vide. Donc le plaisir, c'est pas dans le plein et c'est là le danger. On pense qu'il faut beaucoup, il faut remplir, alors qu'il faut savoir utiliser le vide. Il faut savoir utiliser la frustration de la faim. Et je peux vous dire que j'ai déjà entendu ça de la part d'un Océanien qui dit « Mais Gab, je n'ai plus faim parce que je mange par anticipation. » Si vous voulez du plaisir par anticipation, le plaisir va disparaître. Je sais pas. En tout cas, moi, je pense avoir très rarement faim et pourtant, je mange avec plaisir tout le temps. Enfin bon, ça, c'est ça. Ingrid, une remarque avant peut-être de proposer... Moi, j'ai tout le temps faim, donc la question, elle se pose pas tellement parce que je rêve tellement
Ouais, c'est comme tout à l'heure, j'arrivais pas à m'arrêter de manger les feuilles de bread, enfin de chou kanak. Je trouvais ça tellement bon, comme ce qu'avait fait aussi Gabi, et j'avais toujours le même plaisir. Il y avait ce côté de l'appel de la nourriture, mais pas pour me gaver, vraiment pour, encore une fois, rendre hommage autant aux produits, qui sont des produits simples et naturels, qu'à la main de la personne qui les avait préparés, parce que à travers ce que je mange, moi je remercie toujours autant le plat que la main. Et cette main, ça commence très haut, c'est-à-dire, j'ai remarqué que toutes les personnes, et qu'ils soient chefs ou pas chefs, que ce soit encore une fois une femme comme ma mère à la maison, ou ce que j'aime le plus, c'est quand il y a eu une belle main, ce qu'Alain Passard, un chef à Paris, appelle une belle main. C'est-à-dire qu'il y a eu un respect déjà pour la façon de découper le légume ou le fruit. Et ça, je suis souvent... alors, je ne porte pas de jugement, parce qu'il y en a bien assez comme ça sur Terre, mais je suis surprise quand je vois en fait quelqu'un qui prend déjà un produit avec beaucoup d'agressivité. C'est-à-dire, quand quelqu'un prend en cuisine déjà quelque chose comme ça me surprend. Parce que, vous savez, c'est comme enfin, les Japonais, ils étaient très sensibles à l'art du thé, et du thé matcha. Et en fait, ils disaient qu'il fallait approcher le bol, donc le raku, le poser comme sur la main de l'aimé et le retirer sa main de la tasse, en fait, ou du bol, là c'est un bol, comme quand on retire la main de la peau de l'aimé. Et ça m'avait beaucoup marqué aussi. Et donc déjà, quand on prend quelque chose comme ça, un fruit, un légume, c'est pas du tout le même respect que de faire ça, où il y a ce qu'on retrouve souvent chez l'individu, qui est ce côté autoritaire, le pouvoir, le contrôle, et après le couteau aussi, la façon dont on va en fait respecter le tissu végétal ou la chair d'un fruit, ben, c'est aussi très important pour le plaisir ensuite dans l'assiette. Et vraiment, ça m'a frappé. Là, on est passé de bien, l'art culinaire au rituel, quasiment. Bah ouais, la culture, c'est un peu ça aussi. Bien sûr. Mais en tout cas, j'aime bien ta façon de caresser la papaye. Là. C'est parce que j'adore la salade de papaye. C'est pas un bol, c'est une papaye. Papaye verte, mi-mûre. On va faire une recette demain avec. Je peux ouvrir une petite parenthèse? Vas-y. Le plaisir, donc le navet, le succulent, le délicieux, en japonais justement, on appelle ça l'umami. C'est pas le diminutif d'umami, c'est pas uma, la case en langue kanak. Hein. Alors l'umami, c'est le monosodium glutamate à l'état naturel. C'est ce que vous retrouvez beaucoup dans le magie. Le riz, ça n'a pas beaucoup de goût, un coup de magie, un peu de beurre qui est fort en umami aussi. Et là, votre riz, il a augmenté votre plaisir. Alors un truc de fou, c'est que un des éléments, des ingrédients les plus riches en umami, c'est le lait maternel. Alors, ils ont fait des études aussi pour dire que l'umami, le délicieux, le navet, on l'a en bouche, mais il continue dans l'estomac. C'est-à-dire que quand vous pouvez éprouver du plaisir, quand vous savez bien assaisonner et gérer l'umami, que vous allez le retrouver dans le parmesan, dans la sauce gnocchi, dans le black soy, la tomate, le consommé par exemple de poulet, tout ce qui est lactose fermenté. Mais quand vous savez gérer l'umami, comme les Japonais, et ben votre plaisir il va se décupler. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que on apprend aussi en cuisine à chercher. Et je suis persuadé que le fafaru c'est très riche en umami. Alors ça n'a pas à mon avis le même goût que le lait maternel, et que je n'ai jamais fait de recette avec du lait maternel, de flan au caramel, tout ça là. Mais en tout cas, il faut quand même savoir que le plaisir il peut durer dans le temps. Donc c'est un plaisir long en bouche en quelque sorte. Et ça, c'est l'umami. La lactofermentation, c'est fort en umami. Pas la bière, hein. Pas la bière. Hein. Mais en tout cas, voilà, la petite parenthèse pour dire navet, succulent, délicieux, umami. Et l'umami, le délicieux dans l'estomac. Et on a remarqué que quand on sait bien gérer l'umami, c'est tellement fort comme plaisir qu'on mange moins. C'est-à-dire que si on sait bien gérer sa relation à l'alimentation et le plaisir qu'on éprouve dans le fait de manger ou de faire à manger, ben on va moins manger. C'est-à-dire que ben j'ai beaucoup de plaisir, donc j'ai déjà mangé en fait. J'ai mangé avec les yeux, j'ai mangé en préparant. Et quand je sais gérer mon plaisir,
ou la frustration d'avoir faim, et ben derrière, je vais manger à la hauteur de mes yeux. Je vais manger ce dont j'ai besoin. Je vais m'écouter. Moi, j'ai toujours eu plus grands yeux que grand ventre. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, une remarque ou une question sur ces magnifiques thématiques de bouche? Henri? Juste pour retomber ou sauter ou je ne sais pas quoi, c'est ce qui a été dit, c'est la frustration qui amène le fait d'avoir faim et que ça nous amène à avoir envie de manger. Moi, je crois que ça me rappelle que des fois, on n'a pas faim. On n'a pas faim du tout, mais que on a envie. Il y a des plats, leur senteur, le parfum, on est dans le jardin, puis tout d'un coup, et on a envie de manger. Voilà. Alors qu'on n'a pas faim, mais ça nous met l'eau à la bouche. C'est tout ce que je voulais dire. Il n'y a pas de sentiment de frustration. Je n'aime pas ce mot-là. Quand j'ai faim, je ne me sens pas frustrée. Bon, je ne dis pas que peut-être un SDF se sentira frustré parce qu'il aura envie de quelque chose et qu'il ne pourra pas l'avoir. Parce qu'il a faim et puis il a besoin de manger aussi. Bon, là, je serais d'accord. Mais pour un être normal qui se nourrit normalement, je ne pense pas avoir spécialement faim pour vouloir manger. Voilà. C'est une vraie question. Moi, je pense qu'on confond beaucoup avoir faim et avoir envie de manger. J'en suis sûr. Hein. La faim au sens physiologique du terme, il faut se mettre dans des conditions quand même qui sont assez presque extrêmes. Avoir envie de manger, par contre, moi, ça m'arrive 3 fois par jour, voire même un peu plus. Donc, et pourtant, je ne crois pas avoir souvent faim. Moi aussi, quand ce n'est pas moi qui fais la cuisine, j'ai toujours envie de manger. On arrive. Je me rends compte qu'on parle de frustration, de tout ça, mais notre thème, c'était quand même vraiment les plaisirs, en plus pas le plaisir. Et j'avais pensé à un plaisir qu'on a complètement oublié par rapport à la table. Et c'était dans l'intitulé, c'est la table en elle-même. Et j'ai remarqué quelque chose de tout bête, c'est que j'apprécie beaucoup moins un repas quand on a une table carrée ou rectangulaire qu'une table ronde. Parce qu'en fait, ce que j'aime dans la cuisine, c'est vraiment ce partage. C'est se dire qu'on est réunis et on se voit bien mieux quand on a une table ronde. Et c'est bien plus facile d'échanger sur les plats quand on a une table ronde que juste avec son voisin. Et j'aime pas ce côté où la table va séparer spatialement en fait, les convives. Parce que ce côté rond, ça rappelle aussi le cercle de l'expérience qu'on est en train de vivre. C'est une expérience commune qui est fondamentale parce que c'est une expérience qui relie. Et d'ailleurs, je me souviens quand j'étais petite, on me disait toujours de toute façon, tu manges de tout. On va chez les gens, tu manges de tout. Et aujourd'hui, quand on va chez les gens, très souvent on entend moi je mange pas de ça, je mange pas de ça. Et j'adorais cette idée quand j'étais petite que quand on allait quelque part, on mangeait de tout. Et que c'était aussi intéressant de faire cette expérience. C'était un plaisir, en fait, d'aller manger chez les autres. Donc de ne pas retrouver ses habitudes. Donc pour moi, ça fait vraiment partie des plaisirs de la table. Et après, évidemment, il y a tous les contenants aussi. Hein. C'est pareil, si je mange dans une assiette où je ne sens pas la main de l'homme, ou sans la machine, eh ben, j'ai beaucoup moins de plaisir. Alors ça ne veut pas dire que c'est du raffinement, parce que j'ai remarqué que si c'est sur une feuille, de bananier, si c'est dans des courges évidées comme au Mexique, hein, où on mange la soupe directement dans les courges, j'ai exactement ce même plaisir. Mais il faut que je sente que la main, elle a travaillé, que quelqu'un a pensé aussi le contenant pour moi. Oui, la table Fustel Carré. Oui. Vas-y. Oui, je voulais juste dire, c'est magnifique quand vous évoquez la table ronde. Toutes les cultures océaniennes, aussi loin que l'on remonte, mangeaient en rond. Ben voilà pourquoi je suis bien ici. Le cercle. Depuis les tout Mais c'est premiers... primordial. Je crois qu'en pays celte aussi, il me semble. C'est primordial parce qu'on est de plus en plus dans une culture qui divise. C'est vraiment la division. On est tout le temps en train de singulariser, mais jusqu'à
la particularisation pour que le moi existe tout le temps de façon impérialiste. Et la table, pour moi, c'est vraiment fait pour réunir et que toutes ces divisions soient abolies par le plaisir de manger ensemble. Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'avec Pacific Food Lab, donc cet espace, cette cuisine, cette table, cet art de la table où on veut faire les bonnes recettes, on a utilisé un cogito, et j'en parlais avec Wallace, qui s'appelle « Je mange, donc nous sommes ». C'est important d'associer le « nous » dans l'acte de manger et le plaisir de manger. C'est fondamental. Ça, c'est plutôt de la sérotonine, l'ocytocine. Hein. Ce n'est pas les mêmes hormones. Et c'est important d'avoir l'équilibre dopamine, ocytocine, sérotonine. Après, ça a 10 ans, les neurosciences. Mais en fait, ils sont en train de prouver scientifiquement ce que les vieux, ils avaient développé comme art de vivre et comme art de la table, en quelque sorte. Après, c'est le POE, ça peut être, on est peut-être à la plage, sur un îlot, on a fait un feu, on est autour, on mange. On mange avec les doigts aussi. Aller au plus simple. Des fois, c'est juste, voilà, un houmé grillé, tu manges. Voilà, le plaisir, il est là et on le partage. Et si vous voulez, voilà, c'est « je mange, donc nous sommes ». C'est un peu une phrase clé pour nous, pour ensuite faire les recettes. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus triste que de rentrer dans un restaurant et de voir des gens qui sont seuls en train de manger. C'est dramatique, en fait. Quelque chose qui rentre de 2 tournées où j'ai fait beaucoup de restaurants. Tu rentres dans un restaurant, tu as des gens qui mangent tout seuls, quelle tristesse. Bien. Henri, une dernière question. Ah ben voilà, tu es... Non, je voulais juste parler de Rabelais. Je suis en train de le relire par rapport à la thématique. J'en parlais à Ingrid, justement. Se rappeler juste une phrase de Rabelais, « Hic bibitur ». Ici, nous buvons. Mais selon le concept humaniste, c'était boire la connaissance, boire aussi l'art culinaire, enfin, boire tout ce qu'il y a à savoir, quoi. Comme une sorte de découverte aussi de plein de choses qu'on ne connaît pas, comme disait Ingrid. Aller aussi vers les autres, manger d'autres façons de manger. Il y a 2 films à voir, c'est Le Souper, avec Claude Rich et Claude Brasseur. Je crois que ça s'appelle Le Souper, où ils dînent pendant 2 heures entre Talleyrand et le commissaire. C'est un régal gastronomique, quoi. Et le deuxième, c'est l'antithèse, c'est la grande bouffe. Alors là, c'est carrément la perversion totale. C'est le gros comique, quoi. Merci Henri. Bon, à côté de ça, côté Rabelais, il y avait aussi le chinon quand même. Hein, le chinon était très présent. Bien. Marie, je crois qu'on a atteint le temps. Ben, s'il y a une autre question, on l'écoute. Une question ou une remarque puisque... Une dernière intervention, si vous le voulez, et puis après, on passera sur la suite. Super. Wallace. Je pense que c'est un sujet qui a déjà été abordé, mais c'est la question qui pose le cuisinier, finalement, parce qu'il y a à la fois à manger, puis il y a le repas. Et vous faites la cuisine pourquoi? Pour qui? Pour que la personne, elle mange, ou qu'il y ait le repas qu'on partage? Parce que finalement, selon le contexte, finalement, on apprécie différemment les choses, quoi. Comment vous voyez ça? Je peux répondre en tant que cuisinier, ouais. Là, c'est plutôt le plaisir de l'autre. Et le grand plaisir du cuisinier, c'est quand tu as réussi à imaginer le plaisir de l'autre. C'est-à-dire que tu vas faire un plat et que la personne, des fois, elle a envie de manger, mais elle ne sait pas. Et le plus grand compliment, c'est de dire « Mais comment tu savais que je voulais manger ça ?» Et c'est ça le truc. C'est quand on voit que la personne ou un groupe de personnes se disent « Mais je me suis régalé. » Voilà, je me suis régalé. Et le plaisir du cuisinier, c'est ça. C'est d'aller chercher, pas le délicieux chez lui, mais chez l'autre. Donc c'est un don de soi. C'est cette capacité à, finalement, à faire plaisir à quelqu'un. Parce que nous, quand on cuisine, on est incapable d'apprécier ce qu'on fait. C'est difficile parce que tu as déjà mangé. Tu t'es déjà projeté. Mais la personne qui est assise à table et qui reçoit devant elle une marmite, et quand tu vas ouvrir, ça sent bon, et ça appelle tout le monde à venir s'installer à table, et bien là, le plaisir du cuisinier, il est là. Et aujourd'hui, en tant que cuisinier, on veut appeler, avec cette odeur alléchante d'une marmite qui bout sur un feu qui a été préparé à plusieurs, avec des produits locaux à l'intérieur, on veut appeler les gens à la table
pour pouvoir avoir des conversations qui ont du sens, pour pouvoir partager, échanger sur la journée qu'on vient de passer. Et là, le plaisir, il prend plus de sens. Il a plus de sens. Voilà pour nous, en tant que cuisiniers, ce qu'on recherche. Vous attirer vers les produits locaux à la table du bien commun. Oui, je pense aussi que tu voulais dire de cette façon de faciliter en fait les échanges entre les gens qui partagent un repas. Mais c'est quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, tu n'étais peut-être pas encore là. Vas-y. Je voulais juste ajouter, mais c'est complémentaire, c'est ça qui est bien, c'est que c'est à la fois combler l'autre, comme tu dis, que quand les gens disent se régaler, c'est magnifique, c'est rare de combler les gens. Mais il y a aussi un autre pan que je trouve fascinant chez les chefs, c'est quand ils arrivent à nous faire découvrir les choses autrement. Et par exemple, encore une fois, Alain Passard, mais toi, ce serait le même exemple. Ce qu'il y a de beau, c'est qu'il arrive à faire manger des légumes que les gens détestent. Et après, donc ils ont toujours une petite réticence. Par exemple, ça va être du chou rave, ça va être... c'est quand même des restaurants avec... enfin, il y a du niveau. Donc les gens s'attendent à avoir des produits nobles. Ça ne veut rien dire, les produits nobles. Il y a juste des produits qui ont été magnifiquement... en fait... sublimés complètement. Voilà. Et puis des très bons produits à la base, donc des produits naturels. Et ça, c'est quand même très beau d'arriver à faire manger aux gens ce qu'ils détestent. Et qu'après, ils disent, mais c'était vraiment extraordinaire. Et c'est le comédien, l'acteur Pierre Richard, quand il est allé chez Passard, justement, il lui a dit, mais c'est extraordinaire, tu me fais manger tout ce que je déteste, tout ce que j'aime pas. Et en plus, j'en veux, j'en redemande. Et ça, c'est un sacré talent quand même, hein. Merci à vous deux pour ces échanges fort riches, j'ai beaucoup aimé. Elani, je te laisse clôturer tout ça. Merci. Donc merci, on applaudit bien fort s'il vous plaît. Donc c'était la conversation sur les plaisirs de la table avec Ingrid Astier, Gabriel Levionnois et Christian Robert qui était à la modération.